Et ça y est, nous allons pouvoir commencer. J'espère que vous avez été productifs et vous avez de nombreuses questions. Donc on va commencer avec les premières questions. Nous avons à peu près 1 heure jusqu'à 20h30, donc 1h05, 1h10 de prise de questions. Niels, ici présent, va venir vous transmettre le micro. Je vous invite à prioriser vos questions préférées d'abord, parce qu'on va poser les questions tant qu'on a du temps, puis après, à un moment donné, on devra s'arrêter, donc je ne sais pas combien de questions on pourra prendre. Première question. Merci de vous présenter, et puis si vous savez à qui vous voulez poser la question, de l'adresser. Oui, bonsoir, donc Christophe Persin, donc moi je suis un habitant de la commune de Fontaine, et la première question qui m'est venue, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'urbaniste ce soir. On a des paysagistes, mais il me semble qu'il peut y avoir aussi un lien avec l'urbanisme, parce que s'il y a de l'urbanisation, il va y avoir forcément des conflits avec les paysages existants. Voilà. Donc ça, je posais à l'organisateur de la métro. Merci. Alors, question posée à l'organisateur de la métro. Stéphane, j'avais dit qu'à un moment donné, je te donnerais une question, même si tu n'en voulais pas. Pourquoi pas d'urbaniste ce soir? Bah si, il y en a, j'en suis. Il y a le directeur d'aménagement de l'urbanisme qui est ici, qui est urbaniste. Il y en a aussi dans la salle, voilà, universitaire ou praticien. On a voulu quand même axer la question du paysage, mais bien sûr qu'on peut pas parler de paysage sans urbanisme, bien sûr. Puisque on crée du cadre de vie. En fait, on s'est même posé la question de savoir est-ce qu'il fallait laisser que le mot paysage finalement pour cette soirée, parce que c'est à la fois trop large et réducteur. Donc, bien sûr qu'à travers vos questions, on attend aussi de travailler sur cette question de quel cadre de vie l'on fabrique. Le sujet, il est bien là. D'ailleurs, toutes les photos que vous avez là, en tout cas moi, ça m'a interpellé parce qu'on a quand même beaucoup de photos sur du cadre bâti. Donc il faut aussi qu'on et donc la participation à l'architecture et aux formes urbaines et à l'environnement urbain au sens très large. Question suivante, Niels. Moi je suis Gilles Novarina, je suis urbaniste. Donc il y a plusieurs questions, mais la première question que tu m'as demandé de présenter, c'est pourquoi dans toutes ces photos il n'y a jamais une personne humaine. Il n'y a jamais la vie sociale qui apparaît. Pourquoi le paysage est toujours considéré comme une espèce de chose qu'on voit et pas quelque chose qu'on vit. On dirait que cette question s'adresse à vous, Grégoire, sur la question de l'humanité dans le paysage. Alors, je ne sais pas comment ont été choisies les photos. C'est une bonne question. Je pense que c'est vrai que enfin, en ce qui concerne l'approche des paysages par la question des ambiances, c'est effectivement à partir de l'usage et des pratiques de ces paysages que l'on peut mieux les comprendre et sans doute aussi les concevoir. Alors évidemment parce que non seulement parce que ils sont parcourus, on se déplace, on y prend part et on y prend part aussi par le son qu'on y produit. Hein. Il faut aussi se dire que en tant qu'usagers, habitants, passants, nous sommes aussi partie prenante de la construction auditive de ces paysages, mais aussi visuelle, ne serait-ce que par les formes de mouvement, etc., etc. Donc, c'est une partie de la réponse, mais j'ai pas choisi les photos, donc je ne pourrais pas en rajouter là-dessus. Oui, pour compléter, puisque effectivement la question est bien de savoir comment l'individu ou le collectif il partage, il traverse effectivement ce milieu ambiant avec du bâti, du non bâti, comme ça a été dit. Je pense que c'est vraiment important aussi qu'on arrive à traduire dans nos réponses aussi l'importance, avant même de bâtir, de prendre en compte ce qui existe, ce qui préexiste, que ce soit structurant comme les rivières, on en parlait en introduction, mais bien d'autres aspects qui sont là avant même qu'on urbanise. L'urbanisme, c'est effectivement quelque chose qui est très dans le volontarisme à effectivement créer un paysage
mais le paysage préexiste avant même de vouloir effectivement en faire quelque chose. Vis-à-vis de l'humanité que vous évoquez, moi le ressenti que j'ai, c'est que d'abord le paysage, c'est quelque chose de subjectif. On a tous une idée différente de ce qu'est un beau paysage, un mauvais, quelque chose de moche ou de beau ou d'esthétique ou de pas esthétique. On se sent bien dans un milieu, on peut se sentir moins bien dans un autre. On en parlait en aparté. C'est très subjectif. C'est une question qui est vraiment de l'individu lui-même, voire même culturel. C'est-à-dire que si vous posez la question à un individu dans une plaine, vous n'aurez pas la même réponse sur ce qu'est un paysage que aujourd'hui ici, un habitant de Grenoble qui est entouré de montagnes, qui n'a pas du tout le même regard sur les choses. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Bonjour, je suis Janig, je suis animatrice d'une association d'habitants. La question qu'on se posait, c'est autour, donc on observe de plus en plus de panneaux publicitaires de boîtes à chaussures dans en périphérie des villes, et ce qui donne une sensation de paysage dégradé. Et comment concilier économie et paysage urbain de qualité? Impératif économique, on avait dit même au départ. Bon, est-ce que c'est impératif? Ça, c'était notre question. Alors, qui a envie de prendre cette question? Peut-être Ingrid. Bonsoir. Alors, je sais pas si je suis la mieux placée pour répondre, mais j'ai une forme de réponse. Normalement, l'économie dans un territoire, enfin, le paysage doit refléter une sorte de bien-être dans l'économie ou dans la vie des gens. Enfin, on imagine que dans l'idéal, ce serait ça. C'est-à-dire qu'il y a des paysages qu'on pourrait qualifier d'équilibrés, où on sent qu'il y a de la vie, que les gens peuvent travailler dans ce territoire avec une forme d'harmonie. On pourra revenir sur ce mot qui apparaît dans les documents que vous avez et qui pose question, il me semble, la question de l'harmonie, c'est très subjectif aussi. En tout cas, ce qui se pose, à mon avis, c'est la question de nous, la place qu'on a en tant qu'être humain dans ces paysages, à savoir que, comme le disait le monsieur tout à l'heure, il y a pas d'hommes, il n'y a pas de personnes dans les photos, donc il faudrait considérer peut-être plus le paysage et nous-mêmes comme un écosystème, à savoir qu'on fait partie de ce paysage, on en fait entièrement partie, c'est nous en fait, le paysage qu'on regarde, s'il est, comme vous dites, dégradé ou qu'il ne nous convient pas, il reflète en fait notre société aujourd'hui, la vie qu'on y mène, quoi. Je trouve la question importante. C'est vrai que, par exemple, on peut aborder la question des zones commerciales ou ces choses-là, mais c'est vrai qu'il est étonnant qu'il n'y ait pas plus de directives ou de contraintes par rapport à ces aménagements-là. Il y a des commissions départementales d'aménagement commerciaux, etc. C'est vrai que c'est difficile de faire passer des éléments qualitatifs lorsqu'il y a des projets concernant ces implantations-là, qui peuvent concerner non seulement on va dire le côté visuel, mais aussi toutes les questions qui sont liées au paysage, que ce soit les îlots de chaleur, l'impact de l'implantation de végétaux et la relation avec la biodiversité, et tous ces éléments-là. Alors aujourd'hui, ce sont des choses qui sont encore qui commencent à être abordées, mais c'est difficile de faire passer ces éléments-là dans l'application et la pratique, je pense. Pour moi, pour compléter, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a nécessité à casser un certain nombre de barrières qu'on s'est nous-mêmes données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aménagement d'une zone économique, c'est pas les mêmes personnes qui travaillent là-dessus que l'aménagement d'un quartier avec une mixité, avec de l'habitat, etc. On n'a pas les mêmes orientations ou ambitions en termes de cadre de vie sur une zone économique par rapport effectivement à un quartier, un écoquartier où il y a de l'habitat. Et c'est, à mon avis, une erreur. C'est-à-dire qu'il y a besoin demain, dans l'aménagement du territoire, mais c'est vrai, dans les règles urbanistiques qui seront à définir, des continuités, des perméabilités entre les espaces
parce que notamment sur l'espace public, ces continuités, notamment écologiquement, elles ont une vraie fonctionnalité, mais bien au-delà, effectivement, dans la manière de vivre aussi l'espace. Et peut-être par rapport à la question de la publicité, là, un propos peut-être un peu plus comment dire, en recul, je crois que par rapport au regard que j'évoquais sur le paysage, la question de la publicité se pose déjà comme une sorte d'imposition aux passants. Plus le panneau est grand, moins il peut s'en écarter et ne pas le voir, et ça rappelle évidemment la société de consommation dans laquelle on est, où on est abreuvé chaque matin, chaque soir, de publicités qui vont nous vendre telle ou telle chose qu'il faudra acheter parce que effectivement la tendance est celle-ci et qu'on a une question de effectivement création de besoins qu'on n'a pas forcément besoin, enfin dont on n'a pas forcément nécessairement l'obligation d'avoir, mais qui nous sont imposés par le modèle économique très productiviste dans lequel on continue de vivre. Alors outils, je saurais pas vous répondre, je suis pas technicien suffisamment calé sur ces questions réglementaires. Néanmoins, vous avez raison sur le fait que aujourd'hui ces publicités, clairement intégrer je dirais l'espace public le plus usité, le plus fréquenté par le public. Hein, c'est logique, ils cherchent à toucher le plus grand nombre de passants et donc vont pas forcément se situer dans des zones entre guillemets plus lointaines. Ça questionne du coup effectivement la question du paysage, dans le paysage urbain particulièrement. Je pense qu'on peut aussi on pourrait évidemment parler aussi des entrées de ville dans ce cadre-là, parce que les entrées de ville, parce qu'elles sont, je dirais, des entrées, parce qu'il y a à un moment donné des passants, des gens qui arrivent, on voit effectivement germer beaucoup de panneaux d'information aux mêmes endroits, et c'est aussi le cumul de ces panneaux, de ces informations qui détruit nos entrées de ville, alors même on voudrait en faire symboliquement des choses justement qui montrent plutôt de la qualité que l'inverse. Pour répondre à la question, oui, dans l'OAP paysage, une des grandes ambitions, c'est clairement l'aménagement ou les orientations de toutes les entrées de ville de la métropole. Et pour répondre à cette question aussi, peut-être de politique, je pense qu'on vit une crise, peut-être plus globalement, de l'attention. Je crois que c'est ça qu'il faut faire attention aujourd'hui. Et l'attention est un bien commun à sauvegarder, et je pense que clairement, tout ce qui capte l'attention à la fois publicitaire, dans tous les sens du terme, est une question de paysage à traiter. Merci beaucoup. Prochaine question. Merci. Bonjour, Nathalie Bernard, j'habite Grenoble. Dans les nombreuses villes qui constituent le PLU, j'imagine que chacune de ces communes a sa réglementation sur la publicité et qu'elle doit être très hétérogène. Les communes qui sont proches du parc de Chartreuse, par exemple, ont probablement, j'ose espérer, des réglementations sur l'affichage publicitaire extrêmement sévères, à l'inverse de d'autres, style Mélan ou dans Grésivaudan, qui je suppose, sont beaucoup moins sévères. Donc, est-ce que dans le PLUI, on va reprendre à l'optimum toutes les réglementations qui existent déjà sur l'ensemble des communes? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer prendre exemple sur la commune la plus sévère établir sur l'ensemble des communes la même réglementation de celle dont bénéficie la commune la plus sévère? C'est une question extrêmement pertinente.
je prends d'abord, avant de répondre à votre question, si on est un petit peu désarçonné à vos questions, c'est que voilà, comme on le disait en introduction, ils ont il y avait beaucoup de points d'entrée. On n'est pas forcément préparé à répondre. Moi, j'avais pas franchement prévu de parler de publicité ce soir, donc je suis pas forcément très préparé. Mes réponses seront très partielles. Je pense que c'est le cas de nous tous. Par contre, à la question que vous venez de poser, ça m'amène à un point de vue plus global, qui est celui de est-ce que le PLUI va harmoniser des choses à l'ensemble des 49 communes. Et je crois que sur cette question, aujourd'hui, on est plutôt dans une logique. Oui, il y a des choses qui vont certainement être amenées à s'harmoniser avec des ambitions qui seront bien celles des 49 communes. L'OAP paysage dont on parle là, les préconisations qu'on aura pour les entrées de ville, pour un certain nombre de priorisations sur des secteurs à préserver, elles seront vraies sur l'ensemble des communes. Néanmoins, vous aurez aussi en parallèle, sur chaque commune ou groupement de communes, secteur, des choses qui seront peut-être plus spécifiques au secteur parce que vous êtes sur un centre-bourg rural, d'autres seront plus urbains et vous n'aurez pas forcément exactement les mêmes règles partout. Ça, c'est évident. Mais l'articulation entre les deux, voilà, c'est vraiment le travail qui est en train d'être fait par nos services. Et voilà, on travaille avec les communes, évidemment. On s'inspire quand elles avaient effectivement des choses qui allaient au-delà, entre guillemets, des règles habituelles. C'est intéressant parce que ça inspire le PLUI tout entier. Et à l'inverse, on a aujourd'hui beaucoup de sujets sur lesquels les anciens PLU n'avaient encore rien fait. On est sur un PLU qui, en plus, agrège des nouveautés législatives récentes, des cadres sur un certain nombre, effectivement, de sujets. Les paysages, ça en fait partie. On est sur, au départ, clairement une feuille blanche. Je pense à la qualité de l'air, qui est aussi le sujet que je suis. Qualité de l'air, on sera probablement le seul PLUI de France, ou le premier PLUI de France, à intégrer directement des préconisations, des prescriptions sur cette question-là. Mais ouais, on a travaillé à partir d'une feuille blanche au départ, mais elles seront effectivement derrière à décliner secteur par secteur, voire effectivement sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. On va prendre la question suivante. Claire. Bonsoir. Donc nous, notre question, c'était à propos de la montagne. Comment intégrer la montagne dans la ville avec, plus particulièrement, on se posait la question de où en étaient les projets de métro câble. Et ben heureusement que vous êtes venu, monsieur. J'entends. Mes collègues ici présents peuvent répondre sur des sujets. Alors pas forcément focaliser Métrocab, mais sur s'il y a des réponses à apporter sur la question des mobilités notamment, n'hésitez pas. Sur le Métrocab, des premières concertations ont eu lieu l'année dernière. Le projet est toujours dans les tuyaux, avec effectivement de nouvelles concertations qui auront lieu avant concrétisation, réalisation. Aujourd'hui, on est sur un calendrier de démarrage potentiel de travaux en 2019. Voilà, d'ici 2019 ou 2020, j'ai plus une date précise en tête, mais on est dans cette temporalité-là, pardon, en lien d'ailleurs avec le projet des portes du Vercors sur les communes de Fontaine et Sassenage, qui lui aussi devrait commencer à se concrétiser, à se réaliser à partir de cette année, l'année prochaine. Kevin Fernandez, peut-être vous voulez compléter sur la question des grands paysages et de l'intégration, le lien entre la ville et les grands paysages de montagne? Alors oui, très, très très bonne question, et ça a été pratiquement notre point de départ dans l'écriture de notre méthodologie pour aborder cette OAP paysage. On avait ce postulat où on se disait, est-ce que, en comparaison à d'autres métropoles, comme Marseille qui a la Méditerranée, est-ce que les montagnes alentours de Grenoble nourrissent, de la même manière que la Méditerranée à Marseille, nourrissent Grenoble? Est-ce qu'on est dans une relation
vertueuse, ou est-ce qu'il y a une opposition, ou est-ce qu'on arrive facilement à grimper, est-ce que des personnes viennent à Grenoble pour les montagnes, et on est parti de ce postulat. Et il n'y a pas forcément de réponse positive ou négative, mais pose la question de comment on accède, et ça c'est en fin de compte une des grandes parties de l'OAP paysage. Quelle relation on a quand on est à Grenoble aux montagnes, bien sûr la vue, mais quelle relation on a au sol? Est-ce qu'on est sur un sol artificialisé ou filtrant, etc. Toutes ces questions font l'objet en fin de compte de l'OAP paysage. On fera un recensement de tous les points d'accès, comment on donne envie de monter, et inversement, comment on offrira des vues, on valorisera les vues, on va les sanctuariser peut-être par endroits. Voilà, c'est tout le sujet de l'OAP, quoi, de ces différents paysages. Merci beaucoup. Donc, on se demandait aussi comment valoriser le drac. Ouais, c'est bien, comme ça vous me faites rebondir. Parfait, c'est tous les postulats de l'OAP. Valoriser le drac. Donc valoriser le drac, c'est déjà reconnaître le drac, et ça, Ingrid, tu pourras en parler un petit peu. Mais valoriser le drac, c'est une vraie question. Parce que aujourd'hui, aller sur le drac, rien que ça, c'est extrêmement compliqué à Grenoble et même en aval. Il y a très très peu d'accès, c'est vraiment interdit, c'est des lâchers de vagues, c'est très dangereux. Mais en fait, le drac, c'est la rivière qui a le plus divagué sur la plaine, et c'est la rivière qui a marqué énormément Échirolles, Grenoble, par des cours d'eau qui aujourd'hui sont complètement invisibles. Et en fait, je pense que on arrivera à valoriser le drac par ces petits cours d'eau qui ont disparu et qu'on peut révéler petit à petit, et pas par le drac lui-même. Comment valoriser le drac? Moi, j'ai pas de réponse, surtout que dans l'arpentage que j'ai fait au bord des rivières l'année dernière, l'objectif était plutôt d'avoir une vision sensible de ce territoire, et je pense que du coup, pour moi, c'est une forme de réponse. C'est peut-être que valoriser le drac, ce n'est pas accéder au drac ou le coloniser, le pouvoir. Moi, ce qui m'a plu dans cette rivière, c'est justement son côté sauvage et son arrivée vraiment sauvage dans la ville, et l'incapacité d'y accéder à beaucoup d'endroits, qui font que c'est un espace qui est préservé et qui préserve aussi des imaginaires qui ont été construits, qui peuvent encore se construire. Et moi, je trouve que c'est vraiment la question de l'imaginaire de cette rivière qui peut le valoriser. Et voilà, parfois, ce qui est invisible ou caché a autant de présence que quelque chose qu'on peut vraiment toucher. Et donc, peut-être que le valoriser, c'est en parler ou le diffuser, je sais pas. Surtout que c'est des zones, voilà, qui sont vraiment que les castors se sont réappropriés, plein d'animaux. On a des zones vraiment sauvages où il y a un vrai foisonnement de faune, de flore. Donc tout ça, en fait, ça fait rêver. Donc c'est peut-être ça qui. Je vais juste ajouter que le drac, c'est intéressant parce qu'on l'avait étudié un petit peu, et sur le plan, parce qu'il est longé par un axe routier qui fait défiler à peu près 115 000 véhicules par jour. Et donc c'est une barrière intéressante parce qu'il y a des castors. Alors on m'avait dit un écologue, parce qu'effectivement l'homme n'y accède pas. Donc c'est un paradoxe aussi de ces choses-là qui sont d'une certaine façon protégées par une infrastructure, mais qui elle devient extrêmement polluante au niveau du sol. Alors c'est des enjeux quand même assez complexes, parce que si des voies sont ajoutées, si le débit routier augmente, qu'en est-il de l'atmosphère de ces lieux qui sont effectivement quand même une sorte de patrimoine naturel, on peut dire ça comme ça, mais qui ont été complètement industrialisés et colonisés par nos activités, nos déplacements, etc. Un gros enjeu. Oui, encore plus gros que ce qu'on imagine de loin, puisque c'est clair que les territoires ont été façonnés par
leur rivière, et toutes les grandes agglomérations se sont construites autour de ça, alors même que aujourd'hui, c'est pour un territoire notamment comme celui de la région grenobloise, ça va devenir une question majeure, parce que ces rivières-là, que nous avons canalisées à un moment donné de l'histoire, aujourd'hui ont plutôt tendance à risquer de déborder, des digues qui sont peut-être un petit peu anciennes ou pas suffisamment dimensionnées, devront à un moment donné être vues, réappropriées à la fois par la puissance publique pour protéger les populations qui vivent à proximité, et plus que ça, faire en sorte demain que, en cas de crise majeure liée effectivement au débordement de ces rivières, on soit dans un territoire qui puisse être résilient, c'est-à-dire qu'au-delà de la protection des populations, premier objectif, on soit aussi en capacité à ce que notre territoire retrouve un fonctionnement normal le plus tôt possible, et ça passe par de l'urbanisme, ça passe par de l'aménagement du territoire, et ça passe aussi, je pense que c'est important qu'on se le dise, par une acculturation des habitants à cette question. C'est pas simplement une valorisation, c'est pas simplement pour faire joli. Demain, c'est aussi une partie intégrante de notre quotidien de vivre avec une rivière à proximité de notre habitat. Donc pour revenir sur le DRAC et justement compléter ce que vous êtes en train de dire, il me semble que sur les projets des portes du Vercors, il y a eu des modifications justement entre ce qui était prévu initialement, et compte tenu que ce sont apparemment des zones inondables par le DRAC et par le Furon, enfin tout ce qui descend du Vercors, je voulais savoir est-ce qu'il y avait vraiment une prise de conscience que ça pouvait être quand même dangereux de s'obstiner à vouloir à tout prix urbaniser des zones qui sont a priori pas vraiment faites pour ça. Voilà, merci. Sans rentrer dans le débat, parce qu'il serait long sur ces questions-là, mais aujourd'hui la position de l'État, est celle effectivement de dire il faut absolument préserver au maximum les populations, et dans quel cas aujourd'hui la doctrine de la loi qui est d'ailleurs une directive européenne qui s'applique désormais en France et qui va s'appliquer au niveau local dans ce qu'on appellera les stratégies locales de gestion du risque d'inondation. L'État a plutôt une position de dire on interdit toute nouvelle urbanisation, et les collectivités ont plutôt tendance à répondre à l'État oui, mais vous pouvez pas nous obliger à construire de l'habitat, à développer économiquement nos territoires, etc. Et en même temps nous imposer de ne plus du tout urbaniser. Les deux choses sont contradictoires, et donc on ne peut pas tenir sur une position aussi extrême des deux côtés. L'idée, c'est d'arriver à une doctrine qui permette de faire des choses, et pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Effectivement, en proximité de la rivière demain, on fera plus de construction, on mettra plus d'équipements sensibles, on sera effectivement dans une logique de progressivité de la prescription, avec quelque chose de effectivement à proximité de la rivière assez intransigeant, et puis à d'autres lieux, en fonction des aléas, des risques potentiels dans ces lieux, une ouverture à une urbanisation, mais encore une fois qui prenne en compte le risque, et du coup qui aménage la gestion du risque. C'est-à-dire que dans l'espace public demain, que ce soit la gestion des eaux pluviales, la gestion effectivement des débordements potentiels, il faudra le prendre en compte pour avoir effectivement le fait que l'eau vienne à un moment donné à être guidée pour justement préserver au maximum les populations. Et ça, dans les portes du Vercors, effectivement, ça a beaucoup contribué à la définition, à la redéfinition du projet. Et aujourd'hui, Isère Aménagement et la métropole ont été lauréats cette année du prix de l'aménagement en zone inondable grâce justement à ce projet-là, alors, effectivement, qui intègre des nouveautés et des innovations en la matière. Bernard Pérodin, Union de quartier, Buclos, Grand Pré, Amélan.
Vous nous avez fait entendre une vingtaine de minutes d'un paysage sonore tout à fait intéressant, dans lequel les nuisances sonores sont quand même l'élément, je trouve, le plus dominant, à l'image de ce qu'est le paysage sonore des zones urbaines et périurbaines. On entendait notamment le rossignol qui essayait de s'égosiller pour trouver une compagne et couvrir le bruit des voitures. Et quand on regarde les cartes du bruit dans l'agglomération, elles sont assez effroyables avec beaucoup de rouge et beaucoup de violet, c'est-à-dire des seuils qui dépassent 74 décibels. Donc ma question est la suivante. Il existe des règles, il existe des outils, il existe des moyens pour combattre les nuisances sonores et essayer de retrouver un paysage sonore harmonique à la mesure des efforts que l'on fait dans les autres domaines, et notamment le domaine architectural et urbain. Là où je m'interroge, c'est quelle est la volonté politique réelle de la métro dans le cadre du PLUI pour essayer de remonter le paysage sonore dans la hiérarchie des préoccupations. Oui, d'abord effectivement une réponse politique à votre question. On est aujourd'hui sur... on a au niveau métropolitain révisé l'ensemble des actions à mener sur les grandes infrastructures dans un cadre réglementaire donné. Là, effectivement, l'intégration de la question du bruit des nuisances sonores dans le PLUI, elle n'est pas prise en tant que telle comme un sujet. Par contre, c'est vrai qu'on a une future orientation d'aménagement programmé sur la qualité de l'air. On a des cartes stratégiques, et c'est ce que vous avez évoqué sur le bruit. On connaît effectivement les zones où le bruit est un sujet important, et on s'aperçoit en fait qu'entre la qualité de l'air et le bruit, il y a des ponts, des articulations à faire, des corrélations à faire. Et donc le PLUI, même s'il n'a pas concrètement un traitement spécifique au bruit, sur un certain nombre d'aspects, je pense notamment aussi à la manière de travailler les formes urbaines, etc., va permettre d'avancer sur la question du bruit. J'en suis convaincu. Alors sur ce que vous soulignez, c'est souvent ce qui ressort effectivement évidemment, c'est un des résultats, cette on va dire nuance sonore notamment de l'augmentation du nombre de déplacements, de l'étalement urbain, la distance de domicile travail qui a augmenté, qui génère des déplacements, donc qui fait effectivement monter les niveaux le long des grands axes, y compris à l'intérieur des villes. Donc ça, je veux dire, c'est conjointement avec toutes les politiques qui ont... Mais il y a aussi, c'est vrai, la dissolution l'ouverture du tissu urbain qui génère en fait une propagation assez uniforme de ces sources sonores que on n'aime pas effectivement et qui tentent à couvrir le reste. Donc c'est un peu la conjugaison de ces deux choses-là, en tout cas dans ce qui concerne le périurbain, ce qui entoure le centre urbain proprement dit. Après, je pense qu'il y a des éléments qui peuvent être justement apportés pour modérer. Alors je dirais pas harmoniser, mais pour équilibrer, parce qu'en fait c'est une question d'équilibre dans le temps aussi, parce que le son, nous y sommes exposés dans une durée. C'est absolument pas indépendant de la durée dans laquelle nous sommes immergés, on va dire, dans une atmosphère auditive. Donc là, c'est vrai qu'il faut réfléchir. Alors moi, je suis plutôt enseignant et chercheur, mais sur des formes, des manières aussi de répartir les usages ou les fonctions qui permettent effectivement de créer des différences entre des parties de l'espace et qui permettent au moins de choisir les lieux auxquels on a envie d'être immergé, dans lesquels on a envie d'être immergé du point de vue auditif. Et là, c'est vrai que la tendance un peu à une certaine uniformisation des choses ne nous laisse plus beaucoup vraiment de choix. Alors, ça, ce sont des choses qui sont en ce moment un peu explorées, avec, par exemple, quand on parle de densification, ça fait souvent peur. Oui, on va densifier, ça va faire plus de gens, plus de proximité, de voisinage, etc. Bon, comment trouver des manières pour trouver des modes d'indépendance, mais aussi d'association, parce que l'espace public, c'est celui que l'on partage. L'espace public urbain
depuis qu'il est décrit, depuis Rome, au temps de César, on se plaint du bruit. Hein, il faut le savoir, il y a des descriptions de Juvénal, déjà il nous expose en disant oui, c'est infernal, la roue du chariot sur le pavé, ça muscule la nuit, enfin bon bref, il y a des descriptions comme ça déjà qui remontent bien loin. Donc il y a cet équilibre à trouver, alors, très difficile c'est vrai. Il y a aussi par exemple mon travail, vous voyez, sur l'altimétrie, c'est bête, mais habiter en bas, en haut, au milieu, voilà, on travaille sur des choses comme ça, c'est pas tout à fait la même perception de la ville, hein, au niveau auditif. Donc le travail sur les enveloppes, les façades de balcons, etc. sont aussi des choses intéressantes. Donc, et il y a différentes échelles de travail, c'est ça que je voulais dire aussi, qui sont aussi bien urbanistiques, mais aussi politiques au niveau des déplacements, des grands choix qui sont faits à ce niveau-là, au niveau des morphologies urbaines et aussi sur les morphologies architecturales. Alors tout ça, c'est un ensemble de choses. On n'est pas les seuls à travailler dessus, loin de là, mais qui sont explorées encore, hein, qui sont encore très au stade, on va dire, exploratoire. Il y a quand même des éléments de connaissance. Il y a aussi des outils qui permettent un petit peu de mieux, par exemple, oraliser le paysage, c'est-à-dire l'entendre avant de le faire. C'est en progrès. Ça peine un petit complément de ma part. Il y a, si je reprends la qualité de l'air comme un exemple illustrant de la question, vous avez la question de la protection de la population, de la préservation de son cadre de vie. Ça, c'est effectivement des choses qu'on peut organiser partiellement au travers de l'urbanisme, c'est clair. Et puis, il y a tout le reste qu'on peut faire en dehors de l'objet urbanistique. Je pense à la limitation effectivement des émissions de polluants. Elle se fait au travers de beaucoup de politiques, celle sur l'habitat, sur la question de leur chauffage, celle des mobilités bien sûr, avec la question de comment on limite effectivement le trafic automobile qui est aujourd'hui un facteur important de pollution, sachant que l'un et l'autre derrière s'articulent aussi de réglementations qui évoluent, et je pense qu'il faut vraiment voir toutes les choses qui convergent, avec des réglementations, je pense là par contre sur la question du bruit, une RT, aujourd'hui on a la RT 2012, vous en connaissez probablement autant que moi, peut-être plus, la nouvelle RT, semble-t-il, vient à intégrer, au-delà des questions de pure isolation thermique, aussi des questions qui vont amener, je dirais, une préservation de la qualité de l'air intérieur, probablement aussi la question du bruit, et pour avoir visité le CSTB à Saint-Martin-d'Air récemment, qui travaille justement sur ces questions-là, vous avez désormais des outils de correction même à l'intérieur de l'habitat du bruit extérieur, et c'est extrêmement innovant. Et demain, alors même si aujourd'hui ça coûte plus cher et que on mettra certainement pas en place partout sur l'ensemble des nouvelles constructions, ça permet au moins de régler la question des points noirs, là où justement on a le plus de bruit, là où il y a le plus d'impact, et où il faut vraiment travailler la préservation maximum des habitants, parce que sur l'impact sanitaire de la qualité de l'air qu'on connaît bien, sur le bruit on commence aussi à objectiver les choses, et on sait que ça a un impact aussi très important sur la santé publique. Je peux ajouter, c'est vrai que l'isolation intérieure des bâtiments, c'est connu, mais les fenêtres s'ouvrent jusqu'à maintenant, et justement sur quel paysage, visuel, mais aussi paysage auditif. Ça c'est important. Et d'ailleurs, l'origine du mot paysage, elle avait deux fenêtres, il me semble, mais c'est aussi ce qu'on entend. Oui, alors question. Voilà. Oui, Pierre Guillet, futur habitant de Sapé, et je voulais simplement m'interroger sur le fait que vous avez présenté un certain nombre de photos, j'imagine, pour la discussion, mais le réseau viaire étant une composante importante du paysage, pourquoi il n'est pas visuellement marqué dans votre document de départ? Parce que, pour être plus clair,
le réseau viaire structure le paysage. Et là, il y a eu un certain nombre de sujets qui ont été abordés, le nommant. Et je trouve que, notamment dans une métropole où le monde qui habite dans cette métropole devient de plus en plus important, j'ai l'impression qu'on voudrait maintenir des paysages un peu schématiques et puis avoir une réflexion un peu, de mon point de vue, un peu minimaliste sur l'impact qu'aura cette population sur ses déplacements. Et là, est-ce que le PLUI en fait état? Est-ce que ça a été une préoccupation de départ importante, sachant que la position de Grenoble au sein de ces montagnes pose un certain nombre de problèmes par rapport à cette infrastructure? Alors, pour les gens qui ne sont pas suffisamment experts, le réseau viaire, c'est le réseau des infrastructures de route. Voilà. Petite précision. Train de déplacement. Alors, de déplacement en général. Voilà. Pareil, j'ai pas vu tellement les images, mais il est clair que, en tout cas, même on le voit très très bien dans la structure urbaine de la métropole de Grenoble, que les axes viaires ont été extrêmement structurants. On le comprend très bien avec le cours Jaurès, qui est l'axe Les Diguères, qui vient en fin de compte créer toute la trame urbaine. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Et oui, l'OAP paysage donnera son point de vue sur des OAP en fin de compte, ensuite sectorielles ou métropolitaines, sur les aspects de paysage liés à ces infrastructures. Oui, sur cette question-là, moi je complète, enfin en tout cas je confirme ce qui vient d'être dit. C'est un élément structurant qui de fait est, on ne peut pas le manquer. Mais en même temps, il faut que le PLUI arrive à décliner la nécessité aujourd'hui d'un meilleur équilibre entre les moyens de déplacement et ce qui était aujourd'hui le réseau routier très important, parce que les paysages se sont développés depuis 30 ans avec une mobilité de plus en plus importante en véhicules individuels, automobiles. Ça, c'est en train de changer, c'est en train de changer très très vite. On a sur l'agglomération, effectivement, une politique assez volontariste en faveur des modes doux. On a une politique volontariste pour faire en sorte que les cœurs urbains reviennent effectivement à une mobilité piétonne beaucoup plus forte. Et c'est aussi une manière aussi de dynamiser finalement ces cœurs urbains autour des questions touristiques, des questions commerciales, de proximité. Enfin, voilà, une transformation de la ville avec un cœur qui a une spécificité, quelque chose de périurbain qui fait l'articulation avec le paysage plus lointain. Et les mobilités là-dessus, elles ont une forte, en tout cas une forte traduction derrière, effectivement, sur le PLUI, avec ce que je l'évoquais tout à l'heure, nécessité aussi à traduire ça en termes de nuisances environnementales. Et les deux vont ensemble. À la fin, normalement, si on a bien décliné les choses, on agit effectivement sur tous les terrains, sur tous les sujets. Et c'est la grande difficulté de nos services, c'est qu'on leur demande effectivement d'intégrer une complexité des OAP multiples qui vont devoir les unes, comme des calques, si vous voulez, se superposer pour à la fin avoir un document d'urbanisme qui convienne à tous. Pour compléter un peu, je voulais préciser, puisqu'il y a plusieurs questions autour de pourquoi le choix de ces photos. Donc, c'est un choix de photos qui n'a pas été fait dans un esprit de cadrer le débat, mais plutôt bien dans un esprit constructif, d'inspiration, pour donner un élan. Et du coup, si l'élan va plus loin que ce qui est proposé, c'est formidable. Voilà, merci. Une question suivante. C'était pour rebondir sur la question sur l'ambiance sonore. Pourquoi on continue dans certains endroits de prévoir
des constructions denses, des logements, près de voies sonores, de voies à grande circulation. Donc, là, je pense en particulier à la petite esplanade qui est tout près de l'ancienne autoroute, qui est toujours un gros débit. Et en plus, dans ce cas-là, pourquoi on transforme cette autoroute en zone d'embouteillage avec de nombreux carrefours, de faire plein de bruit supplémentaires avec plein de redémarrages, des accélérations, des freinages, et où, avec la baisse de la vitesse moyenne, on va entendre chaque voiture 2 fois, 3 fois, 4 fois plus longtemps. Et donc ça sera tout le temps. Alors, je commence et puis vous me dites si vous avez envie de compléter. Il me semble que la question que vous posez, on peut la voir aussi sur la question de la lutte contre l'étalement urbain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nécessité à être sobre en termes de foncier pour différentes raisons. Notamment parce qu'on a besoin aussi de préserver des espaces de nature, des espaces agricoles, des espaces économiques, etc. Et ça amène globalement à être donc très sobre sur la manière de prendre de l'espace pour construire effectivement des zones habitables. Donc ça questionne la question de la densité tout en préservant le cadre de vie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir effectivement des zones plus denses, mais qui reste pour autant tout à fait intéressante en termes de qualité de vie. C'est bien aujourd'hui la tendance qui doit être prise. Et celle-ci, elle impose effectivement des préconisations nombreuses et sur lesquelles on travaille au quotidien. Le schéma de cohérence territoriale à l'échelle du grand bassin de vie grenoblois, il a été le premier en 2013 à dire il faut absolument qu'il y ait une densification, mais pas n'importe où, là où on a des transports en commun structurés et suffisants effectivement pour permettre aux gens de se déplacer en cœur urbain beaucoup plus facilement. Ça peut être vu comme contradictoire par rapport effectivement à des tramways qui malgré tout ont un impact sonore donné, mais encore une fois, ça marche dans le sens où on va progressivement retirer une part de l'impact sonore dans ces quartiers, impact sonore qui est souvent dû à ces infrastructures routières, mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que le quartier dont vous parliez, en tout cas le secteur que vous évoquiez, oui, aujourd'hui, effectivement, c'est une sorte de point noir, mais qui devra évoluer, c'est-à-dire évoluer parce qu'à un moment donné, on va apaiser ces carrefours en reléguant un petit peu plus loin les parkings relais de la métropole, qui aujourd'hui sont encore en cœur urbain, donc amènent effectivement un trafic jusque-là, mais pour des gens qui pourraient tout à fait laisser leur voiture un peu plus loin, prendre le tram notamment le tram E, nouveau, et qui sur la rive droite de l'Isère apporte effectivement de nouvelles structurations. Et puis je pense que voilà, les communes qui longent ce linéaire aujourd'hui ont construit et ont pris en compte effectivement cette densification dans leur plan, et aujourd'hui sont contentes de ça parce que ça amène une démographie tout à fait intéressante sur leur ville et avec une qualité de vie qui reste tout à fait préservée. Mais effectivement, en cœur urbain, on est dans une transformation de l'existant, et c'est un petit peu plus compliqué et un petit peu plus long, mais voilà, c'est des choses qui évoluent petit à petit. Je trouve la remarque assez juste, point de vue effectivement parce que la circulation, c'est aussi sa forme, c'est-à-dire les décélérations, l'accélération, la vitesse, la fluidité, et ça influence pas mal, on va dire, l'atmosphère dans un lieu. Donc il y a le débit plus la vitesse, etc. Alors abaisser la vitesse, ça contribue relativement, mais malheureusement assez peu, au niveau sonore, par exemple.
Mais ralentir, créer des donades, des obstacles, etc., ça fait augmenter. Donc parce qu'il y a des redémarrages et puis on a des pollutions. Donc il y a un point là aussi, vous voyez, c'est un équilibre entre fluidité ou pas, quoi. Ralentir c'est bien, mais jusqu'à un certain point, ça recontribue peut-être à générer certains types de désagréments. Alors c'est assez difficile à comprendre. Après, remarque sur les grands axes, c'est vrai que 80% du logement social, j'avais lu ça quelque part, on construit le long d'infrastructures routières à des débits d'environ 80 à 100 000 véhicules par jour. Ça, je pense que c'est le foncier. Puis, on a parlé du DRAC, je pense qu'il faudra à un moment donné, si on se fait une remarque par rapport au paysage, c'est le paysage actuel. Moi, il me semble si on dit Isère, le DRAC, il faut pas oublier que la Romance aussi, c'est chez nous. Donc, il faut intégrer que désormais, nous sommes passés de 28 à 49. Donc, la question, c'est comment tout ça, tout ce que nous discutons s'applique à eux. Ça, c'est la remarque de départ. Mais en fait, on est parti de la réflexion, donc les paysages actuels, sauf que Port du Vercors, Esplanade, Xax Flaubert, PDU, PLH prévoient des choses. On peut se poser la question, c'est la population est actuellement à un certain niveau. On se dit, on veut préserver des paysages, mais comment est-il compatible? On prévoit de densifier, donc en suivant par exemple Port du Vercors, on supprime un paysage agricole pour y mettre un paysage urbain, avec en plus une infrastructure lourde de transport avec métrocable. Donc comment d'un côté peut-on dire je construis, je mets l'aménagement lourd et je veux préserver les paysages? J'avoue que j'ai du mal. Ou alors, il faudrait que les paysages, on nous dise, est-ce qu'il y aurait un quota de paysage global qu'on préserve? Et en gros, l'accord politique qui serait à prendre entre 49 communes, c'est quelle est la proportion des différentes communes que chacun prend? Et quelle est en contrepartie les compensations? Parce que je ne vois pas, si on se dit, pour contrecarrer les effets du PLH, pour atteindre l'objectif du PLH, qui veulent contrecarrer la baisse démographique du territoire, il va falloir construire, densifier par endroits et reconstruire la ville sur la ville ou créer de la concentration urbaine, comme on dit à la tronche, pour atteindre cet objectif. Comment les paysages que nous a présentés pourront-ils continuer à exister? J'avoue que je comprends pas. Alors, comment concilier densification et préservation du paysage, Kevin Fernandez? Donc, très très bonne remarque. Donc, densification, quelle contrepartie? C'est exactement le sujet, hein, je crois et jusqu'à quel point. Et je pense que c'est vraiment la problématique de la métropole grenobloise, et ça passera. Donc ça, c'est un des biais, par justement la qualité des espaces publics et des espaces communs. C'est comment on peut profiter d'un usage sur l'espace public, comment on peut habiter ou laisser son enfant dans un cœur d'îlot, créer de la qualité et retrouver du sens. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Comment on retrouve du sens dans la hiérarchie de ce territoire. Ça passe, à mon avis, par la qualité vraiment de l'espace public. Oui, moi aussi, je trouve votre question, intéressante, mais dans la réponse à apporter, je suis pas certain que la bonne réponse soit de dire on ne fait plus rien. Voilà, je pense que il faut voir le paysage aussi sur quelque chose qui évolue. Je crois que ça faisait partie d'ailleurs des titres de certaines des photos que vous avez parcourues tout à l'heure. L'évolution, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur un sujet qui ne doit pas être vu simplement à l'aune d'un moment. C'est-à-dire que le paysage, c'est aussi un historique. Le patrimoine historique qui fait partie aussi de ces paysages, à quel moment on met une limite entre tout garder, ce qui est évidemment impossible, et tout reconstruire, ce qui n'est pas non plus la bonne logique. Il y a une culture
du patrimoine à préserver, mais quel patrimoine, pourquoi faire, y mettre du sens aussi à ce paysage quelque part. Le paysage, c'est aussi quelque chose qui a une esthétique, une poésie propre. Comment on fait pour à la fois le rendre fonctionnel quand il ne l'est pas ou quand il ne l'est pas assez, et effectivement préserver aussi les ressources qui permettent au territoire de vivre. Quand vous évoquez les friches agricoles, oui, il faut les préserver, mais en même temps, à quel prix, à quel endroit et où? C'est-à-dire qu'il y a une logique dans le paysage aussi de reconquête. On parle souvent sur les questions environnementales de préserver, comme des îlots, un espace naturel où il faudrait absolument rien faire, ne rien toucher, parce que voilà, si on y touche, on urbanise les derniers morceaux qui n'ont pas été urbanisés. Je pense qu'il faut aussi se poser la question de comment remettre l'espace naturel là où on avait urbanisé. Et comment demain on va revenir sur cette urbanisation, c'est une vraie question. Et du coup, ça pose la question d'une projection aussi temporelle qui est super intéressante, mais qui est loin d'être un sujet clos de débat. Merci. Alors j'ai une série de questions qui m'arrivent sur Twitter, notamment une question intéressante pour monsieur Kevin Fernandez. Alors comment on parle de la vue des montagnes depuis Grenoble, quelle vue de Grenoble depuis les montagnes et du ciel? Donc c'est une question de monsieur Y Artus Bertrand qui arrive tout juste. Quelle vue de Grenoble depuis les montagnes et du ciel? Donc si on connaît Yann Arthus Bertrand, c'est depuis un hélicoptère. Je crois. Donc quel point de vue? C'est ça la question. Voilà. Exactement. Quel point de vue? Comment travaille-t-on ces points de vue pour admirer et valoriser la grande vue sur Grenoble? La réponse, elle est forcément contextualisée. Si on choisit un point de vue, c'est bien ça l'important. Hein. Je crois qu'on est toujours dans la singularité de chaque point de vue. Donc la question est comment aménager? Alors je vais répondre, je vais lui reposer la question sur Twitter, mais la question c'est en fait, on travaille la question paysagère depuis notre territoire, notre fond de vallée grenoblois, mais dans une optique aussi d'attractivité du territoire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter cette région et notamment pratiquer les sports d'hiver. Comment est-ce qu'on fait pour que le paysage et la belle ville de Grenoble attirent les gens du haut pour qu'ils viennent en bas visiter, découvrir le patrimoine, consommer chez nos commerçants? Ah, si, c'est moi qui l'ai eu. Non, c'est pas avoir envie de descendre à Grenoble, c'est envie de voir Grenoble. Il faudra dire à Yann Arthus Bertrand, si c'est vraiment lui qui a écrit, que Grenoble, il va se voir depuis Saint-Lizier, depuis la Bastille, depuis Champs-Rousses, etc. Et que c'est ça nos points de vue. Et franchement, il valent suffisamment la peine pour qu'effectivement, on ait quand même pas mal de touristes qui aillent voir ce que ça donne. Je vais lui répondre ça. Merci parce que Alain. L'hélico, c'est pas une bonne idée. C'est ce que vous vouliez dire. Manière de travailler. Il travaille toujours en hélicoptère avec un gros objectif et il prend en photo ses territoires. Et en plus, pour Christophe qui est là, qui fait des photos, les photos vues d'avion, c'est facile. Franchement, c'est facile. Donc Alain, du coup, vous aviez une question. Ça me permet d'enchaîner. Oui, ça tombe bien parce que vous avez parlé des espaces agricoles. Les agriculteurs, tout le monde le sait, c'est les jardiniers de l'espace. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses qui sont faites. Il y a des soutiens, des choses très ponctuelles. On leur donne des subventions pour le lait, on leur donne des choses comme ça, etc. Je sais aussi qu'il y a un travail qui est fait actuellement à Grenoble sur la stratégie agricole et stratégie alimentaire. Alors, vous allez pouvoir nous parler dessus. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça va se reproduire dans le PLUI. Voilà, tout simplement. Parce que, oui, juste un truc. Les agriculteurs, c'est pas seulement le fait de leur donner des subventions pour qu'ils puissent vivre. C'est pas ça. Quand on donne 5 000 € à un agriculteur, c'est un agriculteur qui m'a dit, quand on donne 5 000 € à un agriculteur, ben, c'est lui qui entretient les chemins. Alors que si on donne 5 000 € à simplement un employé, ben, il va venir une fois par semaine.
c'est complètement différent. Je crois que c'est quand même ça qu'il faut considérer. On a tendance à croire que les subventions, encore des subventions, des charges, et puis en même temps les salaires, non, c'est bien, salaire, c'est un travail, tout ça, non, c'est pas nécessairement comme ça qu'il faut voir les choses. La question de la politique agricole se pose souvent sur le point de vue foncier. Il y a à avoir effectivement une politique foncière assez volontariste en la matière pour éviter les parcelles qui deviennent soit trop petites, soit trop grandes, le fait qu'on ait un accès parfois difficile des agriculteurs vers ce foncier agricole. La question de savoir si demain effectivement on sera en capacité de faire de l'agriculture sur des espaces qui jusqu'à maintenant n'étaient pas non plus considérés comme des espaces agricoles. On est en train de revoir, je pense, globalement ce que on appelait espace naturel, voire même l'espace agricole entre guillemets. Il y a vraiment une corrélation, un lien, d'articulation entre les deux. Et demain, qu'est-ce qu'on fait aussi comme agriculture? La nature de l'agriculture sur ce foncier est très importante. Vous n'avez pas besoin du même nombre d'hectares si vous faites de l'élevage, si vous faites du maraîchage, si vous faites autre chose. Voilà, vous avez ces questions-là. Et vis-à-vis du paysage, pour un petit peu faire le lien aussi avec la question qui se posait juste avant, le lien entre la montagne et la ville, il y a nécessairement à se poser la question. Et moi, j'ai eu l'occasion sur certains espaces naturels de la métropole de voir les photos de ces espaces vus du ciel, mais il y a 50 ans. Et vous avez des emprises, notamment de la forêt, sur des espaces qui, il y a 50 ans, étaient agricoles, sur certains coteaux de notre agglomération, où demain, la question se posera de savoir si on retrouve des espaces agricoles, alors pas pour faire n'importe quoi, sur certains coteaux, on fera pas de maraîchage, on fera pas de grande culture, mais plutôt de l'élevage. Mais on a ces vraies questions à se poser, et ça va au-delà effectivement du document d'urbanisme, même si dans le document d'urbanisme, arriver à pointer clairement ces espaces naturels et ces espaces agricoles, mais de manière beaucoup plus nuancée, beaucoup plus dans la finesse. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quel espace naturel, arriver à distinguer les espaces naturels comme on arrivera demain à distinguer aussi les espaces agricoles et à réintégrer de l'espace naturel et agricole dans le milieu urbain. C'est vraiment un enjeu important. Je saisis de ça pour parler un petit peu parce qu'on avait travaillé sur des jardins familiaux en bord d'infrastructures. Et donc, si vous regardez d'ailleurs une photo aérienne de Grenoble en 1930 à peu près, vous voyez énormément de jardins familiaux, notamment sur l'axe vers Saint-Martin-d'Air, etc. Et donc qui ont évidemment disparu avec l'urbanisation. Mais aujourd'hui, que vous connaissez l'engouement qu'il y a autour de ça, mais qui est pas seulement ici en France, parce que nous on a fait une étude à Lisbonne, même à San Francisco et dans d'autres villes où la tendance à réinstaurer ces jardins familiaux, y compris jusque dans l'espace public, et à le mixer avec l'espace public. C'est ça qui est aussi intéressant. Participe du paysage urbain, on va dire, tout à fait ordinaire. Et en même temps, vient... Alors c'est vrai, c'est une nature à la fois artificialisée. De toute façon, la nature toute seule, on ne la connaît pas beaucoup, mais qui redonne aussi, je crois, une emprise à certains habitants, enfin en tout cas une certaine partie, sur un paysage qu'il forge aussi. Alors ça peut être, il y a des débats autour de ça, sur la tendance peut-être à privatiser trop ces lieux, mais aussi sur les expériences de Lisbonne notamment, où l'insertion de ces jardins dans des parcs publics ou à côté de voiries, de rues, font qu'il y a comme ça une sorte de perméabilité un petit peu entre les choses, et peut-être redonne aussi une variété, une diversité à ce que l'on peut percevoir de la ville. C'est un point qui peut aussi peut-être aussi contribuer à quand on parle quand même d'évolution climatique, à certains micro-lieux de confort ou d'ombrage, d'humidité, etc., qui sont pas négligeables. Alors, le milieu urbain, il est aussi à adapter au regard de ces choses-là. C'est vrai que l'urbanisation, peut-être un peu à tendance minéraliste, ou je sais pas, c'est pas qu'elle est condamnable en soi, pas du tout, mais elle peut trouver aussi peut-être des milieux qui permettent d'équilibrer ces éléments-là.
C'est vraiment en termes d'éléments, l'eau, l'air, le sol, etc. On va prendre une dernière question. Je voulais juste ajouter, puisque ça a été dit là, et je pense que c'est très important qu'on en ait bien conscience. Le réchauffement climatique, le dérèglement climatique va avoir un impact gigantesque sur ces questions. Les forêts sont en train de se transformer à vitesse grand V. Les zones agricoles vont être impactées aussi très très fortement. On a besoin très rapidement au-delà de la question de l'adaptation, de l'atténuation au dérèglement climatique, de travailler sur ces questions d'adaptation et de comment demain on va effectivement interagir avec ce paysage qui se transforme très très vite dans un territoire. Juste un chiffre, les Alpes du Sud, vous savez, au niveau national, quand on fait les moyennes du réchauffement climatique, on est à plus 1 degré. C'est à peu près la moyenne d'ailleurs sur la planète, plus à 1 degré par rapport au début de l'ère industrielle. Sur les Alpes du Sud, on est déjà à plus 2,5. D'accord ? On se réchauffe beaucoup plus vite et les chercheurs qui en charge de la question nous prédisent dans 15 ans un climat méditerranéen ici à Grenoble. C'est une vraie question, et pour compléter ce que mon voisin disait, il y a une nécessité à aller très très vite vers une végétalisation, remise de présence de l'eau, et ça faisait partie effectivement des sujets, présence de l'eau, on a évoqué les rivières, mais au-delà des rivières, de l'eau en ville, pour limiter et atténuer ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, qui peuvent avoir un impact très très important sur les températures ressenties en milieu urbain qui sont de plus en plus importantes. Enfin, on l'a vu récemment, on a battu tous les records de chaleur où à 4 heures du matin, il fait encore 30 degrés dans les plus grandes villes de France et d'ailleurs. C'est un sujet majeur demain, et aussi avec la question de la santé publique derrière qui bien sûr est prépondérante. On va prendre une dernière question pour conclure. Monsieur ? Oui. Je vais rester dans le thème que vous abordez par rapport à ces enjeux, par rapport au réchauffement climatique, c'est du cadre de vie. Et on voit bien, moi j'habite Mélan et je vois bien que depuis 2012 où il y a eu quand même un nouveau PLUI, il y a une grande différence avec des constructions, des emprises au sol à plus de 50%, des résidus de moins de 20% d'espace plein terre, des centaines de grands chênes qui ont été abattus. Et ça, c'est le règlement du PLU qui le permet. Donc j'espère déjà que le règlement du PLUI va réinverser ces ratios, va réimposer au moins 50% de pleine terre. Ça, c'est dans le règlement, c'est pas dans l'OAP. Et puis, en même temps, on voit bien que peut-être au niveau d'une EAP, je sais pas, que la densification est quand même bien souvent incompatible de la nature et de toute cette végétalisation qui permet de lutter contre ce réchauffement climatique et d'améliorer le cadre de vie. Alors il y a effectivement des solutions qui sont peut-être plus des solutions d'architectes, synthétiser, c'est-à-dire de construire aussi de l'espace, c'est-à-dire que le bâti est une chose, mais le paysage c'est aussi l'espace qui est entre le bâti. Donc c'est des formes, on rejoint les formes urbaines, mais moi ce que je remarque c'est que bien souvent il y a un règlement, il y a des promoteurs, il y a des règles d'amortissement, de rentabilité sur le terrain, un urbanisme à la parcelle. Donc, est-ce que l'OAP, paysage et le règlement du PLU vont pouvoir quand même amener concrètement ces souhaits dont vous parlez, d'avoir quelque chose de plus Merci pour votre question. Merci beaucoup. Donc pour répondre à la question, la métropole met en place ce qu'ils appellent le coefficient de pleine terre, qui à la parcelle donne plusieurs critères, donc du moins vertueux au plus vertueux, avec un coefficient de pleine terre. Donc on comprend bien ce que ça veut dire. C'est
plus on a de pleine terre pour du végétal à la parcelle, et plus on est vertueux. Tout ça pour éviter aussi de végétaliser faussement des opérations comme de la toiture en sédum qu'on connaît tous, des murs végétaux qu'il faut engraisser régulièrement. Pour répondre aussi à la question, après c'est cette question aussi du promoteur, on se bat tous. On essaye de faire des projets les plus vertueux, c'est sûr, mais il faut pas oublier que le paysage, ça coûte pas grand-chose. Une bonne qualité, quelque chose de très simple, une infiltration naturelle de l'eau, c'est toujours plus simple que de tirer des tuyaux. Donc faisons simple, faisons du bon sens, et on arrivera à créer une vraie qualité urbaine. Merci à tous. Merci pour cette conclusion, Kevin, parce qu'en effet, le bon sens pour la qualité urbaine et pour la préservation et la valorisation des paysages, je pense que c'est une discussion ce qu'on a eu tous au préalable. Merci à tous pour votre écoute, pour vos réponses, pour votre participation. Le saviez-vous? 2 espaces naturels bientôt aménagés pour accueillir le public. Grand suspense. Vous pourrez les découvrir le samedi 1er juillet à partir de 10h. Rendez-vous à l'arrêt Esplanade Centre, tram E, pour un départ groupé en minibus pour une balade urbaine au cœur du projet Mikado, la pointe de la presqu'île et l'étang de Pic-Pierre. Donc vous pouvez prendre des renseignements auprès de l'équipe PLUI. Je laisse aussi le petit flyer pour ceux qui veulent aller visiter ce projet Mikado. Je vous invite aussi à liker la page Facebook du PLUI Grenoble-Alpes Métropole si vous voulez être au courant des nouvelles actualités de la concertation.